Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité au Mali, l'élection présidentielle approche à grands pas. Elle est prévue le 29 juillet 2018 et parmi les candidats en lice figure Aïnea Ibrahim Kamara, fondateur du mouvement républicain que nous recevons sur ce plateau. En République démocratique du Congo, 9 mois après sa présentation devant le Sénat, le projet de loi sur le statut des anciens chefs d'État élus tarde à être adopté, en cause l'introduction de nouveaux amendements. En Afrique du Sud, l'agence Dzedze Voyage propose de faire du tourisme à bicyclette. Le but, faire apprécier les richesses touristiques de Soweto. Dans un communiqué, l'ancien ministre malien Moussa Mara a annoncé vendredi le retrait de sa candidature à la présidentielle du 29 juillet pour soutenir Cheikh Modibo Diarra, l'ancien Premier ministre de la Transition. Moussa Mara l'a d'ailleurs invité à rejoindre la Convention des bâtisseurs, un regroupement des candidats déclarés à la présidentielle qui se revendiquent être ni du côté du pouvoir ni du côté de l'opposition. Pour rappel, le 29 juillet prochain, les Maliens seront invités aux urnes pour élire leur nouveau président. L'élection présidentielle se tiendra le 29 juillet 2018 dans un climat sécuritaire tendu. Monsieur Aïnea Ibrahim Kamara est un des candidats à ce scrutin. Il est avec nous sur ce plateau. Il est également le fondateur du mouvement républicain. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de me recevoir. Dites-moi, pensez-vous que la Convention des bâtisseurs, dont je viens de parler, a une chance de conquérir ce pouvoir? Est-ce que vous en faites partie? Non, je n'en fais pas partie et ils n'ont aucune chance parce qu'ils Pourquoi cela? Ils revendiquent de n'être ni de l'opposition ni de la majorité. Seulement, ils ont fait partie de la majorité et aujourd'hui ils sont dans l'opposition. Alors donc vraiment on s'y retrouve pas, eux-mêmes ne s'y retrouvent pas. Alors la Convention des bâtisseurs estime qu'ils répondent à une requête du peuple, c'est-à-dire le fait de regrouper des candidats. Est-ce que ce serait un bon point pour eux? L'aspiration profonde du peuple, c'est de changer complètement et radicalement la classe politique qui existe et qui piétine ce peuple depuis plus de 30 ans. Et ils en font partie. Donc ils sont complètement hors jeu, ils doivent tout simplement le reconnaître et se retirer et laisser au peuple le choix, le libre choix de ces nouveaux dirigeants dont nous faisons partie. Et à quasiment un mois de l'élection présidentielle, finalement, est-ce que le Mali est prêt pour cette élection? Le Mali est prêt. Nous avons la démocratie de façon culturelle. Donc nous sommes prêts, nous avons chez nous l'arbre à palabres, nous sommes structurés et outillés pour. Maintenant, il faudrait que ceux qui organisent les élections le fassent avec un peu plus de rigueur. Et c'est là qu'il y a quand même quelques préoccupations. Mais dans l'ensemble, je pense que nous irons aux élections, ça se passera bien et le peuple choisira librement son nouveau dirigeant. Et vous avez créé le mouvement républicain. Quelles sont les grandes lignes de ce programme politique, de votre programme politique? Le mouvement républicain, il prône une économie libérale et un État régalien. C'est-à-dire que nous voulons un secteur privé fort au Mali. Oui. Nous voulons reconstruire le tissu économique du Mali, donner du travail aux Maliens. Et nous voulons aussi que l'État il joue son rôle de régulateur, que l'État joue son rôle d'arbitre et qu'il ne s'immisce pas comme il a l'habitude de le faire dans toutes les activités. Il ne soit pas omniprésent. Mais justement, l'État ne peut pas être à la fois arbitre, à la fois promoteur et à la fois bénéficiaire de tout ce qui se passe au Mali. Donc il faudrait qu'à un moment donné, l'État il reste, qu'il se cantonne dans ce rôle d'arbitre et qu'il laisse le secteur privé émerger et vraiment nous prenons cela. Vous dites vouloir relancer l'économie du pays, alors notamment avec la création de 2 villes, la création d'emplois, la modernisation du système de santé, l'annulation des impôts des agriculteurs. Comment est-ce que vous allez y parvenir? Comment est-ce que vous allez mettre tout ça en place? Avez-vous les moyens? Mais justement, on va faire appel à des mécanismes de mobilisation de fonds innovants qui existent, parce que ça, c'est mon travail en tant qu'expert financier et je travaille sous l'égide de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques. Donc, je sais de quoi je parle. Nous mettrons ça en place. Il y a ce qu'on appelle le PPP, c'est-à-dire le partenariat public-privé qui est très très connu, mais à côté de cela, il y a aussi le BOT, il y a le CET, ce sont des mécanismes de mobilisation de fonds qui sont connus, qui sont disponibles. Nous allons créer un fonds souverain au Mali.
Un fonds souverain qui va permettre au pays, puisque l'État est lourdement endetté, de pouvoir lever des fonds sur les marchés financiers et financer le secteur primaire de l'économie. Donc ce sont les grandes lignes de votre programme. Aïna Ibrahim Kamara, merci. Je rappelle que vous êtes le candidat à la présidentielle malienne du 29 juillet 2018. En République démocratique du Congo, faute de consensus 9 mois après sa présentation devant le Sénat, la loi portant sur le statut des anciens chefs d'État tarde à être adoptée. L'introduction d'une requête souhaitant des avantages statutaires à d'autres personnalités institutionnelles divise les membres du Sénat. Les précisions de Nathalie Mou. À la clôture de la session ordinaire du Sénat de la République démocratique du Congo le 15 juin, la question du statut des anciens chefs d'État élus reste entière. Le texte examiné n'a pas trouvé de consensus lors de ces assises. Pour cause, des requêtes pour amendement introduites dans la loi envisagent d'étendre les avantages proposés pour les anciens présidents de la République aux anciens chefs des institutions du pays. Il faut que nous puissions, n'est-ce pas, donner un contenu exact à ce qu'on peut appeler chef de corps, à côté du chef des grandes institutions prévues par l'article 68. Le projet de loi proposé garantit la sécurité personnelle de l'ancien président élu, la sécurité de sa famille ainsi que de son patrimoine. Seulement, cette loi ne protège pas l'ancien président élu dans le cadre de crimes relevant du statut de Rome. Octroyer un statut post-présidentiel à un homme plutôt que ces derniers puissent tourner la République en bourrique en voulant s'accrocher au pouvoir, en violant la Constitution, en menaçant ou des guerres ceux qui vont succéder. Je crois qu'il faut faire le choix. Il faut peut-être aussi lui dire que après la présidence, il y a une vie. Faute de consensus, la loi portant statut des anciens chefs d'État en République démocratique du Congo fera l'objet d'une session extraordinaire prochaine, a annoncé le président du Sénat, Léon Kengo Wadondo. Pour rappel, ce projet de loi a été présenté le 28 septembre 2017 à la Chambre haute du Parlement congolais sur proposition du sénateur Modeste Mutinga. Au Bénin, les parlementaires ont adopté une loi contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ce texte de 165 articles vise à éradiquer la criminalité financière, les actes de terrorisme et la prolifération des armes. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Le Bénin se dote d'une loi contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Lundi 11 juin 2018, les députés ont adopté à l'unanimité ce texte qui réprime par de lourdes peines le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cette loi vise entre autres à combattre efficacement la criminalité financière, les actes de terrorisme ou la prolifération des armes. Si je prends l'exemple du vol ou de la tuerie, je prends le vol donc, du faux, de l'usage de faux. Donc tous ces faits sont listés qui sont des infractions. Mais si ces infractions sont commises et que de l'argent issu de ces infractions, de la commission de ces infractions, tombe entre vos mains, c'est cela qui est donc qualifié de blanchiment d'argent. Et cette loi donc, vise donc à réprimer ces comportements. Il y a aussi le côté lutte contre le terrorisme. Cette loi constitue une introduction dans l'arsenal juridique béninois d'un texte communautaire sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, adopté au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. On a quand même l'impression qu'il doit y avoir un contrôle pour voir véritablement qui fait quoi au Bénin et qui montre quoi au Bénin, qui s'enrichit illicitement. Je crois que les Béninois n'ont pas à s'inquiéter si véritablement votre fortune a une historique. Il faut également attirer l'attention des gouvernants sur la pertinence de cette loi, que cette loi ne soit pas désormais l'épouvantail qu'il faut brandir pour faire fuir les capitaux et également le capital humain. Le texte adopté par les députés est riche de 165 articles répartis en 7 titres. Elle impose à tout individu la justification de sa fortune et de ses biens. Le législateur propose au juge une peine d'emprisonnement de 3 à 14 ans selon les infractions commises. Cette nouvelle loi prévoit la mise en place de programmes de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme par les institutions financières. De nombreux experts estiment que ce texte renforce l'arsenal juridique dans la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement.
Partons maintenant en Afrique du Sud à la découverte d'une nouvelle forme de tourisme, le tourisme à bicyclette. C'est ce que propose l'agence Dzedze Voyage, des balades à 2 roues au cœur de l'histoire des peuples et des réalités de la vie des populations locales. Adidjatou Badawi. Nous sommes à Soweto, en Afrique du Sud. Dans cette ville, il y a plus d'une chose à découvrir. D'abord une pincée de danse traditionnelle, ensuite les sculptures et les étoffes traditionnelles qui sont exposées le long des ruelles. Ici, le tourisme se fait à vélo. Siboniso Dalamini et Mkolisi Twala sont 2 jeunes sud-africains qui dirigent l'agence de tourisme Dzedze Voyage et Visite. Ils ont fait de la bicyclette le moyen de transport par excellence pour mieux apprécier les richesses touristiques de Soweto. L'idée de création de cette agence remonte depuis l'organisation de la Coupe du monde de football 2010 en Afrique du Sud. 8 ans après, le rêve continue. L'idée pour nous était de rehausser l'image de notre ville Soweto à une époque différente. Nous voulions que d'autres personnes fassent l'expérience de Soweto malgré les difficultés rencontrées. Je voulais participer à ce changement. Je voulais créer et en inspirer certaines personnes qui vivent dans le quartier. Pour être mieux connus et attirer plus de touristes, ces jeunes ont créé un hashtag #MonSoweto. Et les photos relatives à Soweto sont publiées sur les réseaux sociaux. Depuis lors, le nombre de touristes à Soweto croît chaque année. Les hôtes étaient excellents. Je pense qu'ils étaient de bons guides pour nous raconter toute l'histoire de la ville. Vous voyez la zone centrale, ça a été une très belle expérience de la découvrir. Le tourisme à bicyclette a certes révolutionné le tourisme à Soweto, mais les populations locales gardent encore des souvenirs sombres, notamment la différence entre les classes sociales. La ville de Soweto a également des défis à relever, parmi lesquels sa sécurité et son développement. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.